Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Vous ne rêvez pas, 12% au compteur pour le Nasdaq. C'est historique. Il n'y a qu'une seule fois où on a fait mieux que ça, on va y revenir un petit peu plus tard et puis surtout on va voir ce qu'on peut en déduire de cela. Bon, je vais pas revenir sur les fondamentaux, à moins que vous ayez vécu dans une caverne, dans une grotte aujourd'hui. L'idée c'est que Monsieur Trump a décidé que 10% finalement c'était pas si mal que ça. En tout cas, 12% de hausse sur le Nasdaq qui permet, mais là je vais pas revenir sur ça pour l'instant, je vais vraiment à regarder la vidéo d'hier parce que là vous avez exactement le cas typique, ok, du piège de marché dans lequel tombent les débutants. J'avais expliqué ça hier, j'ai dit attention, ok, si on clôture en dessous d'un support, il est brisé, mais à condition que ce soit sur une unité de temps sur laquelle il a été tracé. Là vous voyez bien, cette résistance par exemple mensuelle, enfin ce support mensuel a été transpercé, mais finalement on est bien au-dessus. Ok, quand on aura les données plus petites, eh bien vous vous rendez bien compte que le fait de passer en dessous d'un support n'est absolument pas la garantie qu'il a été cassé. Il faut encore clôturer en dessous à la fin du jour, de la semaine ou du mois ou de l'unité sur laquelle on a tracé les choses. Ok, regardez la vidéo d'hier. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement cette hausse qui nous a permis d'ailleurs de combler les deux gaps. Ok, donc ça c'est bien parce que le travail est bien fait. Mais vous remarquez tout de suite quelque chose, c'est que sur la Nasdaq, mais c'est vrai également sur le SP500, on n'a pas cassé la structure baissière. On est toujours sur un régime de structure baissière avec des pics et des creux descendants. Oui, mais jusqu'où va une structure baissière? Jusqu'à normalement le support tracé sur une unité de temps supérieure. Donc là, le job il est fait. Donc même si on n'a pas encore inversé la tendance ni cassé la structure baissière, on peut envisager que le job est fait en ce sens qu'on est allé chercher le support sur une unité de temps supérieure qui en l'occurrence ici hebdomadaire. Pardon. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de la même manière que hier, j'ai relativisé un petit peu le pessimisme ambiant avec mon histoire de support qui peut jouer à retardement. Là, j'aimerais quand même relativiser l'optimisme haussier. Pourquoi? Parce que je me suis interrogé sur les précédentes hausses de cette nature, et je me suis demandé si effectivement on pouvait envisager que ce soit la fin de la baisse parce qu'on a connu une hausse explosive comme ça. Et regardez ça. J'ai pas fait moi-même, je vous cacherai pas que j'avais la flemme, donc j'ai demandé à une intelligence artificielle de le faire pour moi. Et l'intelligence artificielle a ici donné les 10 plus grosses hausses sur le Nasdaq en unité de temps journalière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il y a quelques ex-aequo, mais en gros, ça fait 10. Et vous voyez que celle d'aujourd'hui est la numéro 2 dans l'histoire avec 12% de hausse. Ok, me demandez pas pourquoi c'est pas exactement pareil qu'ici, puisque là j'ai 12,02, là je vois 12,16, mais c'est pas grave, ça doit à peu de choses près être ça. Et la plus grande hausse était 14% a priori. Ok, et je suis donc allé chercher dans le passé, voir ce qui s'est passé après ces hausses historiques. Ok. Et j'ai fait le travail pour les 10 hausses en question. Bon, comme vous pouviez le supposer, ce sont des hausses qui font suite à ce qu'on appelle les rallyes haussiers en période de récession, en période de bear market. Donc, je les ai toutes faites. Et on va regarder si derrière, eh bien, on avait fait les plus bas ou pas. Et donc, voilà ce que j'ai pour vous. Là, vous avez une des hausses historiques qui est donc de 10%, et vous voyez que ça n'a pris que dès la séance d'après, on faisait un plus bas. Et donc la hausse qui est là, par contre, effectivement, elle a marqué un point bas, et quel point bas, puisque derrière, c'était tout simplement le plus bas de la crise Covid. Et derrière, on n'a jamais revenu sur ces niveaux. Mais je continue, ça fait 1 sur 2 qui était un plus bas. Alors ça prend un petit peu de temps parce que je suis baladé dans tous les sens. Voilà, là c'est 2007-2008, donc la grande crise financière. Et voilà une des hausses historiques dans le top 10. Celle-là, elle a fait plus 12,6%, donc du même ordre que celle qu'on a vécue hier. Et derrière,
une semaine plus tard, on avait inscrit un plus bas et on a clôturé beaucoup plus bas. Ok, même voilà, 28% plus bas par rapport à la séance en question. Là, pareil, une des séances historiques et puis derrière, on a terminé beaucoup plus bas 2 semaines après. Je crois que vous commencez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et voilà, carton plein ici sur la 2001, la période de l'explosion de la bulle Internet. 1, 2, 3, 4, 5 bougies historiques de hausse et derrière, aucune n'a correspondu à un plus bas de marché. Aucune. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis la dernière, si j'ai bien compté, il m'en manque une. Non, peut-être que j'ai toutes faites. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. À part une occurrence, une seule, sur ces 10 bougies historiques de hausse pour le Nasdaq, une seule a permis de marquer le point bas. Et dans 9 cas sur 10, enfin 8 cas sur 10, donc, eh bien, on est allé plus bas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est possible encore que on n'en sache rien naturellement, que l'on aille plus bas. On n'a pas terminé. On regarde maintenant le CAC 40, dont j'ai pas encore parlé parce que bon, c'est ce que je vais dire, c'est un petit peu, on va dire, très hypothétique vu que demain on devrait avoir une magnifique bougie verte haussière qui va tenir compte de la hausse. Vous notez que pour l'instant on est à 3,3%. Naturellement, ça sera un autre chiffre demain, mais la configuration est la même, hein, structure qui est baissière. Mais on est sur un support hebdomadaire et mensuel, donc le terminus théorique de cette jambe de baisse a été atteint. Alors, pour vous donner quand même de la matière à trader, j'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le SAR, le Stop and Reverse, va peut-être, à mon avis, sans doute être cassé demain. C'est-à-dire qu'on va avoir un pic. Alors, je vous montre ce que ça a donné sur le Nasdaq parce que ça a déjà eu lieu. Vous voyez, le SAR, c'est les petits points rouges ici. Okay, et quand ils sont culbutés par les cours, par le chandelier, ils deviennent verts. Par exemple, là, ils étaient rouges, ils sont culbutés ici, ils deviennent verts. Puis l'inverse, ils sont culbutés à la baisse, ils deviennent rouges. Si vous n'avez pas ça sur votre plateforme de trading, vous pouvez télécharger gratuitement la même plateforme que moi, c'est PRT. Et l'idée, effectivement, regardez, là c'était rouge, c'est cassé, ça devient vert. Le stop and reverse, comme son nom l'indique, c'est un outil de trade basique. Quand c'est cassé à la hausse, on achète. Quand c'est cassé à la baisse, on vend et on reverse. Okay, alors c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis, parce que si vous faites ça, vous allez avoir du mal à gagner de l'argent. Mais en tout cas, la hausse, ça fonctionne mieux qu'à la baisse. Et ça va se produire peut-être demain. Je vous en parle pour vous donner un coup d'avance, okay, pour une fois. Et j'ai testé ça pour vous. C'est pour ça aussi que ça pourrait vous intéresser. Alors j'avais par chance tester exactement la configuration qui pourrait être celle-là, à savoir cassure du SAR à la hausse, qui se passerait alors que les cours sont sous la M200. Alors je ne vais pas le backtester, vous l'avez compris ici, parce que je l'ai backtesté dans cette vidéo-ci. Je vous invite à le retrouver si vous avez l'almanach. J'avais testé ici, donc si vous cliquez là, vous allez avoir le détail. Mais l'idée, c'est que j'ai regardé ce qui se passait avec R1, R2, R3. Je vous montre un exemple, simplement un seul, hein, pour que ce soit pas trop abstrait. Bah, ici, le SAR il est rouge, le SAR est cassé ici. Donc j'ai regardé en mettant un stop de protection sous le plus bas du cycle baissier du SAR, ça aurait été là, 3,37. Est-ce qu'on peut faire plus 3,37? On l'a fait, on a même fait beaucoup plus, hein. On a fait voilà 10,91. C'est juste simplement un exemple, un stop de protection dessous des plus bas. Et voilà le résultat de la vidéo que j'avais faite. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse R1, c'est-à-dire un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du SAR avec un objectif qui est équivalent? Ça a fonctionné que 56% des cas. Okay, ça a fonctionné 23 fois et ça a échoué 18 fois. Donc si vous aviez tradé 100 € de risque, vous auriez gagné 23 fois 100, 2300. Vous auriez perdu 18 fois 100, 1800. 2300 moins 1800, ça fait 500, donc c'était rentable. Viser R2, eh bien, c'était peu plausible, mais plus rentable, parce que ça a fonctionné dans 40% des cas. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 24 fois. Autrement dit, en pariant 100 € et en visant 200 €, vous auriez gagné 16 fois 200, 3200, et vous auriez perdu 24 fois 100, 2400, 3200 moins 2400, ça fait 800.
et viser 3 fois, c'était ça en fait le plus intéressant parce que le taux de succès changeait quasiment pas, 38%. Ça avait fonctionné 15 fois, ça a échoué 25 fois, mais vous gagnez 300. 15 fois 300, 4500, moins 25 fois 100, 2500, 4500, moins 2500, ça fait plus de 1000. Donc si vous comprenez, il est peu plausible que l'on fasse 3 fois la distance au socle de protection, mais c'est ce qu'il y a de plus rentable. À garder à l'esprit quand même que ça n'a fonctionné que dans 38% des cas, à garder donc à l'esprit que ça corroborerait l'idée qu'on n'a pas fait les plus bas. On pourrait statistiquement monter, ne serait-ce qu'une fois la distance au stop de protection, je dis n'importe quoi, imaginons qu'on soit là, ok, et donc monter, et puis après redescendre. Bon, voilà, si tout se passe comme en théorie, mais vous savez que rien ne se passe comme en théorie. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc ça, c'est pour trader le CAC 40. Si vous voulez trader le SP500, bon, moi, le Nasdaq, pour commencer, bon, vous pouvez faire la même chose, hein, mais j'ai pas backtesté, donc c'est à vous de le faire. Sinon, le truc classique, c'est pour les données journalières, vous pouvez considérer que vous achetez maintenant, vous pariez sur la hausse, stop de protection en dessous. Si vous êtes plutôt baissier, vous pouvez parier sur la structure baissière, hein, elle n'a pas été cassée. Hein. Parier sur le fait que la structure baissière ne va pas être cassée, c'est envisageable. Vous pariez, vous attendez que ça monte, une petite touchette éventuellement au-dessus pour faire pester les stops de protection. Vous spéculez à la baisse, stop relativement large, ça peut être pas mal. Si vous pensez que là on n'est pas sorti de l'auberge, ça se tient. Hein. Et pareil pour le SP500, le trade haussier, tout naturellement c'est acheter maintenant, parier sur un retour sur les plus hauts et plus, stop de protection large ou serré. Et pour le trade baissier, parier sur la structure baissière qui n'a pas été invalidée. Mettez un stop de protection large quand même. Hein, parce que voilà, c'est des vicieux, les institutionnels. On peut envier de faire ça. Et voilà. Ok. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.